D'accord. Chers collègues, bonjour et merci d'être présents pour cet after work euh, au cours duquel nous allons vous présenter les 12 principes pour réussir le pilotage d'un projet. Donc, j'ai le plaisir de vous introduire l'animateur Armand Baudrenou, ingénieur en téléinformatique de l'École supérieure nationale de télécommunications de Dakar au Sénégal. Il a à son actif 16 ans de carrière dans le domaine bancaire avec de très bonnes connaissances du système d'information et des exigences liées à la réglementation bancaire. Avec sa carrière, donc, il a une très bonne connaissance également du contexte africain, de par les différentes missions qu'il a eu à réaliser à Accra, Abidjan, Kigali, Lagos, Lomé, Niamey, Ouagadougou, Yaoundé. Comme quoi, c'est un vrai panafricain. Armand Baudrenou, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, est un project manager certifié KPM, Certified Associate Project Management. Il est membre du PMI chapitre Bénin et membre fondateur également du club DSI. Actuellement, il occupe le poste de IT Officer à la Banque africaine de développement, BAD, Bureau Pays Bénin. Donc, c'est fort de son expérience en tant que project manager qu'il nous entretiendra aujourd'hui sur les 12 principes pour réussir le pilotage, la gestion d'un projet. Je vous prie d'accueillir donc notre animateur Armand Baudrenou. Merci Mireille. Bonsoir chers collègues. Merci au Club DSI pour cette marque de confiance. Armand, je projette mon écran ou bien tu le fais? Non, j'ai mon écran qui est projeté. Je ne sais pas si tout le monde l'a. Oui, on voit déjà ton écran, Armand. Merci beaucoup. Donc, je suis Armand Baudrenou, comme l'a dit la modératrice. Je ne vais plus revenir sur cette présentation, elle a beaucoup dit. Seulement que je voulais qu'on retienne que je suis, comme elle a dit, membre certifié du PMI, je suis APM et éligible pour le PMP. Donc, on veut s'entretenir aujourd'hui sur les principes, en fait, pour réussir pour réussir les projets. Entendons-nous d'abord sur ce qu'est le principe. Un principe, c'est une norme, une vérité, une valeur, mais toutes sont primordiales. Les principes guident en fait les comportements. Ils sont en fait le fondement de comment nous devons aborder un sujet. Ils guident nos comportements et nos actions. Ils sont modulables, pardon, et peuvent être appliqués de différentes manières et dans différents contextes. Ils sont connectés et n'ont pas d'ordre spécifique ni de classement. Donc, pour mener à bien ce webinaire, nous avons lancé un sondage dont je présente un peu ici les résultats. Il y avait deux petites questions. D'abord, selon vous, quel est le taux d'échec des projets? Donc, 70%, 50% ou 25%. On a eu 32 réponses. 17 personnes ont penché sur 70%, 9 sur 50%,
et 6 personnes sur 25% de taux d'échec. Nous verrons dans notre développement la meilleure des réponses, selon nous. La deuxième question, c'était de savoir professionnaliser la gestion des projets. Est-ce important, très important ou peu important? Tous les 32 participants ont jugé que c'était très important. Donc, 100% on dit que c'était très important donc de professionnaliser un peu la gestion des projets. J'expliquerai peut-être plus tard dans les questions-réponses pourquoi j'ai posé cette question et où nous allons. Donc, voilà un peu le résultat un peu des sondages. Donc, une étude nous révèle que 70% des projets échouent. Donc, je partagerai le lien avec vous en fin de session, de présentation. Donc, nous pensons que on peut baisser ce taux-là jusqu'à 20% si nous respectons en fait les principes de gestion de projet, au moins à 20%. La présentation de ce webinaire s'articulera autour du plan suivant. Ce plan, c'est essentiellement les 12 principes. Juste pour la présentation, je les ai numérotés. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'ordre spécifique ni de classement, mais ils sont tous connectés. Le premier, être un gestionnaire diligent, respectueux et attentif. Deuxième principe, créer un environnement collaboratif pour l'équipe. Troisième, impliquer les parties prenantes de manière efficace. Quatrième principe, se concentrer sur la valeur. Cinquième, reconnaître, évaluer et répondre aux interactions du système. Cinquième principe, manifester des comportements de leader. Septième principe, adapter en fonction du contexte. Huitième, garantir la qualité des processus et des livrables. Neuvième, se frayer un chemin dans la complexité. Dixième, optimiser les réponses aux risques. Onzième, accepter l'adaptabilité et la résilience. Douzième et dernier principe, favoriser le changement pour atteindre l'état futur envisagé. Ces 12 principes, je tiens les sources. La source, c'est dans le PMBOK 7. Donc, le premier principe, être un gestionnaire diligent, respectueux et attentif. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est agir de manière responsable et mener à bien les activités avec intégrité, attention, fiabilité et conformité. Il faut respecter les directives internes et externes à l'organisation et démontrer un engagement envers les impacts financiers, sociaux et environnementaux du projet. 2. Créer un environnement collaboratif pour l'équipe. Les équipes de projet sont composées d'individus dotés de diverses compétences, connaissances et d'expériences. La collaboration permet d'atteindre un objectif partagé de manière plus efficace et efficiente en se reposant sur des facteurs que sont les accords d'équipe, les structures organisationnelles et les processus. Troisième, impliquer les parties prenantes de manière efficace. Il faut donc impliquer les parties prenantes de manière proactive. Les PP doivent contribuer au succès du projet et à la satisfaction des clients. Les parties prenantes influencent les projets, les performances et les résultats
4e principe, se concentrer sur la valeur. Retenons bien ce mot, la valeur. Il faut évaluer et ajuster en permanence l'aliment du projet sur les objectifs commerciaux, les avantages et la valeur escomptée. La valeur, donc, c'est l'indicateur ultime de réussite d'un projet. Le chef de projet, est un leader visionnaire du projet. Il sensibilise l'équipe et les autres parties prenantes à la valeur obtenue ou ciblée. En promouvant donc la mission et la valeur du projet, il incite l'équipe à rester concentrée et se sentir fier d'appartenir donc à cette équipe projet. 5e principe, reconnaître, évaluer et répondre aux interactions du système. Reconnaître, évaluer et agir aux circonstances dynamiques au sein et autour du projet de manière holistique pour affecter positivement les performances du projet. 6e principe, manifester des comportements de leader. Démontrer et adapter les comportements de leadership pour répondre aux besoins individuels et d'équipe. La gestion nécessite un leadership transparent et fiable. Dans le monde agile, parlera de leadership servant, qui est un type de leadership courant donc dans la méthode agile qui encourage les membres de l'équipe à se définir et se découvrir et tout en prenant conscience d'eux-mêmes, en les écoutant et en pratiquant les coachings, en leur offrant un environnement qui leur permet de se développer. Un leadership efficace favorise la réussite du projet et contribue à des résultats positifs du projet. 7e, adapter en fonction du contexte, le tailoring. Comme on sait bien, le tailor, le couturier, il adapte un peu un tissu par rapport à une forme et autres. Donc, c'est concevoir l'approche de développement du projet en fonction donc du contexte du projet et de ses objectifs. 8e principe, garantir la qualité des processus et des livrables. Il faut maintenir l'accent sur la qualité des produits, donc des livrables, qui répondent aux besoins du projet et s'alignent sur les besoins, les utilisations et les exigences d'acceptation définies par les parties prenantes concernées. 9e principe, il faut se frayer un chemin dans la complexité. Il faut évaluer et gérer en permanence la complexité du projet afin que les approches et les plans permettent à l'équipe de projet de naviguer avec succès dans le cycle de vie du projet. 10e principe, optimiser les réponses aux risques. Tout projet étant soumis à des risques, il faut donc évaluer en permanence l'exposition aux risques, à la fois aux opportunités, c'est-à-dire des risques positifs, et aux menaces, risques négatifs, afin de maximiser les impacts positifs et minimiser donc les impacts négatifs sur le projet et ses résultats. 11e avant-dernier principe, il faut accepter l'adaptabilité et la résilience. Et renforcer l'adaptabilité et la résilience dans les approches de l'organisation et de l'équipe du projet pour aider le projet à s'adapter aux changements et à se remettre de revers et à faire avancer donc le travail du projet. 12e et dernier principe, c'est favoriser le changement pour atteindre
l'état futur envisagé. Il faut préparer les personnes touchées à l'adoption et au maintien donc de comportements et de processus nouveaux et différents requis pour la transition de l'état actuel à l'état futur prévu créé par les résultats du projet. Voilà un peu les 12 principes que préconise le PMBOK pour à maîtriser et à appliquer pour réussir donc des projets. Donc, comme référence pour nous aider à préparer donc cette présentation, nous avons utilisé le guide PMBOK 7 Edition et le standard pour le management de projet. Deuxième référence, c'est le même thème qui a été développé par le docteur André Odana, qui est un coach personnel à moi, et qui a travaillé donc sur ces principes-là. Donc, ces travaux ont été utilisés pour vous présenter donc un excellent document de Ricardo Vargas, donc dont le lien est ici. Je vais partager ce lien avec vous aussi. Donc, il a sorti des documents qui présentent en fait tous ces principes-là, mais de façon simple. Il a aussi une excellente vidéo où il a expliqué les principes en fait de gestion de projet. Voilà un peu ce que nous avions préparé pour vous. Et pour dire qu'en résumé, les principes de gestion de projet sont des blocs de construction de toute organisation, peu importe sa taille. Nous vous recommandons de les utiliser judicieusement et tous vos projets seront un coup de fouet qui permettra donc, qui pourra donc aider à mieux livrer vos projets, changer les conditions de vie de nos populations et la société. Je vous remercie pour votre attention. Je suis joignable sur LinkedIn par mon nom. Merci pour votre attention. Modératrice, à vous. Merci, Anno, pour cette brillante présentation. Tu l'as bien résumé, hein, les 12 principes, elles sont toutes importantes les unes que les autres. Il n'y a pas un ordre de priorité, mais c'est de se les approprier tous pour pouvoir bien réussir la gestion et ou le pilotage de ces projets. Donc, chers collègues, nous ouvrons les débats, les séances de questions-réponses. Ce ne sera pas forcément Armand seul qui va répondre. Nous serons aussi tous contributeurs pour apporter aussi nos expériences, partager nos expériences. Donc, ceux qui ont des questions, vous voudrez bien lever la main. D'accord. Armand, ce que je propose, c'est qu'on réponde au fil de l'eau. C'est-à-dire, s'il n'y a pas beaucoup de demandes au fil de l'eau, lorsque les uns et les autres poseront des questions, c'est clair que ça suscitera également d'autres questions. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, le débat est ouvert. Eric a levé la main, le seul actuellement. Eric, à toi. Eric. Vincent, vous pouvez prendre s'il y a des questions dans le chat, vous pouvez les prendre pour nous, s'il vous plaît, et me les rappeler au besoin. OK, merci. Merci beaucoup. Il y a Bouraïma aussi qui a levé la main. Nous allons laisser Eric poser sa question et après passer la main à Bouraïma. Eric, à toi. Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, nous on te t'entendons reçoit très 5 sur bien, 5. Eric.
Bonsoir, Eric. D'accord. Ben, bonsoir à tous. Hein. Bonsoir Armand, bonsoir Mireille. J'aurais dû dire bonsoir Mireille d'abord. Hein. Je crois que Mireille, tu es la seule femme. Ah non, il y a Marthe aussi. Il y a Flora. Alors, il y a du monde. Hein. Il y a du y a monde. du monde Ben, aujourd'hui. ben oui, merci à toutes les femmes, les Amazones hein, du club BSI donc, qui sont connectées. Merci à Vincent pour cette organisation aussi. Et merci pour ce sujet très important que tu abordes, hein, qui est majeur, hein, la gestion de projet. J'en ai fait énormément dans ma vie. J'ai piloté aussi en tant que PMO aussi des unités en m'appuyant donc sur des chefs projets qui me faisaient des remontées d'informations. Et je trouve que c'est bien la présentation qui a été faite. Ce que j'aurais par contre souhaité à Armand, c'est juste un point d'amélioration, c'est que sur chacun des principes, en fait, j'aurais bien aimé en fait qu'on puisse, tu vois, les cadrer avec un cas pratique, concret, tu vois, qui arrive régulièrement dans la vie des DSI. Je pense que ça aurait été encore beaucoup plus parlant. Hein, donc ça, c'est une suggestion hein, que je fais pour qu'on améliore ensemble. Et la question, par contre, que j'avais sur l'expression de besoin. Donc, de mon expérience professionnelle à moi, ce que j'ai noté souvent qui était une cause principale d'échec, c'est que les projets, quand ils sont initiés, parfois ne sont pas très bien compris. Et quelquefois, on commence, on avance, on bouge avec les équipes, et puis après, on se rend compte que l'expression de besoin n'est pas totalement bien formulée, ce qui fait qu'on rétro-pédale et on relance. Parfois aussi, on commence et certains comprennent, mais tout le monde ne comprend pas de la même façon. Et donc, moi, je trouve que une cause essentielle, en fait, de cet état de fait, c'est que l'expression de besoin souvent n'est pas très très bien formulée et que, ça c'est le deuxième aspect que je vois, les équipes ne comprennent pas très bien l'intérêt du projet, donc problématique de gestion de changement. Et donc, ma question c'était d'avoir ton avis là-dessus aussi, Armand, sur la base bien entendu des 15 principes que tu as énumérés. Mais pour le temps que moi aujourd'hui j'ai passé dans la gestion de projet en tant que PMO aussi, ce que je note aujourd'hui, c'est que tant que l'expression de besoin n'est pas bien formulée, tant que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait le projet, et bien immédiatement, en fait, on court tout droit vers un échec. Voilà. Donc, si tu peux partager aussi avec nous ton avis là-dessus, cela me ferait beaucoup plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. Ibrahim, ou bien on répond d'abord, ou bien, je n'ai pas bien compris cette partie. Modératrice, pardon. On prend Ibrahim Tadé d'abord, s'il te plaît. Amand, je préfère que tu répondes, comme j'ai dit, et Okay. après, on va Ibrahim. Très bien. Je tiens à remercier très sincèrement Eric pour sa question et son apport sur l'amélioration. En fait, je vais répondre d'abord sur l'apport d'amélioration. En fait, j'ai voulu que je me suis entendu avec les organisateurs pour que la présentation soit vraiment succincte et pour qu'on, comme tu l'as dit, pour qu'on débatte en fait sur les cas pratiques qui peuvent aider les DSI. Tu vois un peu. Donc, c'est pourquoi je suis resté un peu vraiment succinct sur 12 slides en 15-20 minutes. Donc, le temps pour nous d'aller vraiment dans les questions-réponses pour enrichir un peu nos connaissances. Vraiment, merci à toi pour ça. Mais j'en tiendrai compte si l'occasion m'est donnée de faire cette présentation sous d'autres yeux. Oui, Eric, merci beaucoup pour le partage de ton expérience PM et dans des équipes, dans des offices PM.
Merci. Sur les causes réelles d'échec des projets, dans mes recherches, j'avais un document du PMI qui nous parlait un peu les différentes causes d'échec des projets. Dès que j'ai le document, je le partagerai avec vous. Je ne l'ai pas sur cette machine. Donc, celui que tu as signalé, c'est le besoin, l'expression des besoins. Oui. Mais là, si l'expression des besoins entraîne l'échec, mauvaise expression des besoins entraîne échec de projet, je pense que l'une des parties prenantes principales peut-être d'un projet n'a pas été écoutée, n'a pas été, son besoin n'a pas été pris en compte et il peut, comme on l'a dit dans l'exposé, être un frein pour la réussite de projet. Donc voilà ce que je peux dire en peu de mots. Je ne sais pas s'il y a d'autres contributions, je suis preneur, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent agir sur cette question-là. Merci. Eric? Oui. Non, merci beaucoup. Donc, bon, je pense qu'on est aligné. Hein, bon, donc, c'est un cas pratique, peut-être que je peux formuler, que j'ai encore vu il y a de cela, je veux dire, peut-être 2 mois, durant l'organisation de PI Planning. Et ça, c'est pour ma petite contribution. C'est que sur la formulation, par exemple, d'une EB, bon, EB, donc j'entends expression de besoin, pour, je vais dire, une opération donc de transfert de fichiers, d'accord, parce que ça relevait en fait d'une requête cyber. On s'était rendu compte que donc le demandeur en fait avait fait des propositions, et c'est-à-dire il a émis son besoin, mais il a listé 3 schémas possibles. Et il a dit de préférence qu'il veut la troisième option. Et quand ça va du côté de la MOA cyber, pour pouvoir justement rédiger un cahier de charges, c'est là où on se rend compte que la MOA, elle, n'a pas bien compris ce que le demandeur voulait et est allée dans une autre direction qui, je vais dire, sortait du champ spécifique en fait, du demandeur. Donc, il a fallu en fait un certain nombre de jeux de ping-pong pour finalement arriver à une meilleure compréhension. Mais la façon dont j'ai permis en fait à cela de se réaliser, c'est que dès le début, d'accord, dès l'avant-projet même, on essaye d'inclure aujourd'hui en fait le chef projet pour qu'il organise des réunions, tu vois, qui permettent aux personnes concernées, tous les acteurs, que ce soit MOA, que ce soit demandeur, que ce soit MOE, tout le monde ensemble, en fait, essaie d'avoir une très bonne compréhension avant que les choses, en fait, n'aillent de l'avant. Sinon, ce qui se passait souvent, c'est que les projets venaient du demandeur, étaient approuvés par quelqu'un. Après, on avait un cahier de charge lancé, les gens ne se parlaient pas réellement et boum, tu avais le chef projet qui prenait les choses et commençait par faire du chiffrage, machin, tout cela pour avancer. Donc, ça donnait l'impression, et quand il avance, le chef projet, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, avec les équipes MOE, eh bien, on se rend compte que les gens n'ont pas très bien compris et le demandeur s'offusque et donc du coup, on revient complètement en arrière. Donc, pour améliorer cela, ce que moi je leur ai fait, c'était juste de mettre en place un process qui fait que dès le départ, le chef projet s'implique davantage. Il organise des réunions en fait pour qu'on puisse capter les choses. Et moi-même en amont, en tant que PMO, j'organisais des revues de portefeuille qui fait que je reçois déjà l'expression de besoin avec des critères très solides en fait qui font qu'on ne peut vraiment pas rater quoi que ce soit par rapport au projet. C'est-à-dire qui est le demandeur, qui est le sponsor, pourquoi on fait le projet, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. C'est-à-dire il y avait
j'avais vraiment bien cadré cela. Après, le chef projet prenait malaxé encore, faisait en sorte que tout le monde comprend. Et dès qu'on passe justement maintenant à l'initialisation et les autres phases du projet, il n'y avait plus de soucis, ça allait vraiment de l'avant et on ne perdait plus de temps. Donc c'est ce retour-là que je voulais quand même partager pour dire que cette formulation de l'expression de besoin, c'est une étape vraiment très importante, c'est de l'avant-projet. Sans oublier aussi l'aspect gestion de changement qui est qu'il faut vraiment faire adhérer l'équipe, que ce soit MOE, MOA, que tout le monde adhère et comprenne bien avant que ça n'avance. En tout cas, merci à vous et c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Si Merci, je peux Eric. ajouter, Mireille, si tu permets, si je peux juste ajouter et demander à Eric si dans ce cas-là, il y avait une bonne charte de projet. Hein? Est-ce qu'il y avait les règles d'équipe, des chartes d'équipe? Et est-ce qu'il y avait aussi tu avais aussi un registre un peu des parties prenantes où les noms, les postes dans l'organisation, les rôles, les attentes, les principales exigences, l'influence de chaque partie prenante, leur domaine d'intérêt, si cette partie prenante, elle est interne ou externe, et quel est son soutien? Est-ce que, comme l'a recommandé un peu le PMI, est-ce que ces registres de parties prenantes ont été, tu as mis en œuvre tout ça? Oui, ces éléments existent. On a une matrice d'influence, on a une matrice des compétences, on a une charte qui est formulée pour le chef projet afin qu'il avance. Le véritable problème, comme je le dis, c'est que les gens ne se parlaient pas suffisamment, d'accord? Et en fait, cette phase d'avant-projet-là, c'est comme s'il y avait juste quelqu'un qui voulait quelque chose, qui le jetait quelque part, quelqu'un d'autre qui le prenait, qui veut avancer, à qui on donnait un rôle, et puis bon, tu vois. Et plus tard, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les MOE, quand elles commencent l'exécution, elles se rendent compte qu'on a besoin de plus d'informations ou que le demandeur n'est pas satisfait, etc., etc. Et on revenait en fait en arrière. Parfois, on reprenait même carrément des projets. Et donc, pour corriger ça, ce que nous, on a dit, c'est que dès que le projet arrive, il faut immédiatement, même en phase d'avant-projet, en fait, que le chef projet s'implique et amène réellement, en fait, les gens autour de la table pour que le besoin soit clairement identifié. Tant que ça ne l'est pas, en fait, il ne peut pas y avoir évolution. Et donc, pour y arriver aussi, c'est qu'il fallait vraiment mettre en place des... Comment je vais dire ça? On avait une liste de questions bien précise qui fait que vraiment, quand tu entres dans ce cadre, il n'y a rien à faire. On comprend bien la chose et on ne perd plus du temps, de temps après. Quoi. Bon, c'est un problème que beaucoup d'organisations rencontrent et souvent, c'est vraiment dans la rédaction d'un processus de gestion de la demande qu'on arrive à le résoudre. Donc, c'est le partage que je voulais faire, la formulation de l'expression de besoin. Ouais. Merci. C'est vrai que chaque project manager doit quand même s'adapter à la capacité, doit avoir la capacité donc de s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs finaux, du sponsor même et du client final, des livrables du projet. Merci vraiment Eric pour ton appui et ce cas-là qui est très parlant. Merci. Je vous en prie. Merci, Eric. Oui. Nous allons prendre la question de Ibrahim. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. OK. D'abord, je voudrais déjà commencer par remercier le professeur. En fait, j'ai deux questions d'ordre général. La première, souvent, on entend parler de gestion de projet, mais dans le même temps, on parle de façon spécifique de la gestion de projet informatique. Donc, je voulais un peu avoir les 12 principes qui sont là et sont présentés par rapport à la gestion de projet de façon générale et quelles en seraient donc les spécificités pour la gestion de projet informatique. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait justement
cette nuance entre la gestion de projet général et la gestion de projet informatique. Et ma deuxième question, c'est sur les 12 principes, si par expérience, Armand peut nous dire quel serait le premier principe que devrait avoir un DSI aujourd'hui, c'est-à-dire basé sur son expérience propre. J'aimerais bien également avoir son point de vue par rapport à ça. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup. Monsieur Tadé, Bouraïm, merci. Pour répondre à ta question, je commence par la plus simple, c'est que l'un ne vaut pas plus que l'autre. D'accord? Les 12 là sont vraiment interconnectés. Je ne peux pas parler de projet sans parler de risque, sans parler d'abord de la valeur qu'apporte un projet, puisque c'est l'ultime, on a bien dit que c'est l'ultime indicateur pour la réussite du projet. D'accord? Donc, je ne peux pas parler de valeur sans parler d'équipe, d'environnement. D'accord? Je ne peux pas parler d'équipe sans parler des personnes. D'accord? C'est-à-dire des parties prenantes. Ça peut être une organisation, une personne, un groupe d'individus. D'accord? Je ne peux pas parler de réussite de projet sans la gestion même. OK? Et même de la qualité, d'accord? Du leadership du gestionnaire. OK? Et même de la complexité même. Regardez un peu l'exemple que Eric a donné. Peut-être que c'est un projet simple. D'accord? Où ça leur crée quelques problèmes, mais ils ont su s'adapter. Donc, je parle du tailoring, s'adapter à cette situation, à ce contexte-là, donc pour avoir des solutions. Il y a eu nécessairement des changements. Quand je monte vers ta première question, la plupart des projets IT, en fait, découlent en fait d'une gestion de projet normale. OK? Le management de projet, quand on parle de stratégie, la stratégie, par exemple, pour management de projet, ça rime à la stratégie d'une organisation. OK? Donc, ces 12 principes-là, c'est dans toutes les industries. Ça s'applique à toutes les industries, que ce soit IT, construction, que ce soit santé, que ce soit, quel que soit le domaine, ces principes-là, donc, qui ont été élaborés par le PMI, le Project Management Institute, sont quand même primordiales. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont là, qui peuvent apporter d'autres apports sur ça. Merci. Merci, Armand. Est-ce qu'il y a des collègues qui veulent apporter quelques contributions? Vincent Zossou a levé la main. Vincent, à vous. Oui, bonjour, chers amis, bonjour Armand, bonjour à vous tous. Moi, j'ai juste une petite question. On constate que à notre époque, à notre ère, il y a beaucoup de startups qui se créent, surtout en Occident. Et on remarque que la plupart de ces startups, en fait, c'est une idée de projet, c'est-à-dire c'est l'idée, la technologie ou le produit développé qui constitue le service proposé par la startup. Et il y a une sorte de confusion entre l'idée et la startup. Enfin, c'est tout en eux. Du coup, dans ce cas de figure, est-ce que le fait de gérer sa startup, qui est à la fois son entreprise et son projet,
on utilise les mêmes règles de gestion de projet ou bien est-ce qu'on gère le projet à part comme un projet et l'évolution, la construction de la startup, son évolution, sa croissance suit d'autres règles? Enfin, quelle est la frontière entre le projet en soi et la startup qui fait de ce projet son business en fait? C'est cette petite nuance-là que j'aimerais avoir plus d'éclaircissement. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Moi, je pense, hein, les honneurs de start-up, personnellement, ils ont besoin de coaching. Genre, quelqu'un qui a réussi, personne n'invente la roue aujourd'hui. OK? Il y a un modèle quelque part de réussite. Il faut en fait s'adapter à se faire coacher pour réussir. Tu as beau avoir des belles idées, un projet est plus efficace et efficient, il est plus efficace, pardon, et efficient de travailler en équipe que de travailler seul. C'est pas parce que le honneur du startup a une idée géniale qu'il peut penser réussir seul. C'est pas possible. Et la culture organisationnelle affecte même la façon dont les équipes travaillent ensemble. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas encore travaillé avec des startups pour être vrai, mais je pense, de ma petite expérience, ils ont besoin de coaching et de fédérer leurs actions, de collaborer, de créer des environnements collaboratifs pour travailler en équipe, réussir des projets. Ils doivent collaborer, ils doivent travailler en équipe, ils doivent avoir une culture, ils doivent avoir des rôles et responsabilités quand on travaille ensemble. Parce que collaborer en équipe ne signifie pas nécessairement de l'amitié. Hein. D'accord? Il est impossible d'obtenir des résultats durables sans une équipe qui collabore et travaille ensemble vers un même objectif. Même s'il y a un leader, il a l'idée et tout, mais personne ne peut réussir un projet seul. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des éléments de réponse à apporter. Oui, Eric. Ouais, toi, tu es un champion de start-up. Oui, merci. Je crois que la question est vraiment très bonne et je voulais partager mon expérience à la matière aussi parce que j'ai quand même initié 2 plateformes qui aujourd'hui sont en ligne. Et ce qu'il y a en fait autour des projets de start-up, c'est que en fait, les règles sont, les principes sont là, hein, comme l'a dit Armand, c'est-à-dire les principes existent, mais c'est qu'on les adapte autrement. Le problème de la start-up, c'est que vous avez une dimension incertitude. D'accord? Quand vous lancez un projet de start-up, vous ne savez pas si ça va marcher. Donc, il y a une dimension incertitude. Et la date de fin, a priori, c'est difficile vraiment de situer. Tout ce que moi je dis, c'est juste, vous savez quand vous commencez. Et ce qui compte, en fait, c'est quand vous sortez le MVP. Donc, vous pouvez planifier cette période-là. Le MVP, c'est le minimum viable product, c'est-à-dire c'est le produit que vous voulez offrir avec le minimum de fonctionnalités possible qui fait que c'est rentable, d'accord? Enfin, que ça peut rapporter quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit viable, minimum et viable. Maintenant, ce qui se passe dans la vie de la startup, c'est que quand vous sortez le MVP, vous regardez le comportement du client. Et c'est le comportement du client, en fait, qui vous guide dans la suite ou dans le coup suivant. Et c'est là où on appelle souvent le dirigeant de start-up à être quelqu'un de suffisamment flexible pour savoir, en fait, pivoter. Donc, il faut beaucoup d'agilité à ce moment-là où, lorsqu'après avoir lancé le MVP, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce que le client veut, eh bien, il faut pivoter. Donc, il faut ajuster parfois même son modèle, hein,
et changer complètement les fonctionnalités pour les réorienter autrement. Donc, c'est de la gestion de projet, mais je dirais ça répond en fait à une approche quand même assez spéciale qui exige beaucoup d'agilité et une capacité énorme à savoir pivoter. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes start-upper et que vous n'êtes pas capable de savoir pivoter et de comprendre ce que vous dit le client, eh bien, vous courez tout droit à la perte. En réalité, ce n'est pas ce que vous voulez que vous offrez, mais c'est ce que le client veut. Il faut avoir une très bonne lecture pour apprécier ces choses-là à travers le retour que vous avez en fait du terrain. Donc, ceci, bien entendu, ne met pas de côté les principes évoqués par Armand. Donc, les principes sont là, mais c'est juste que vous les utilisez donc autrement, en veillant donc à l'agilité et à savoir pivoter. Voilà ce que je voulais partager pour contribuer au débat. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Moi, je vais faire juste Merci beaucoup. un complément. C'est compris. OK, un complément à la suite d'Eric. Les 12 principes s'appliquent toujours, même si on est dans le cas des startups, mais c'est le principe 11, c'est-à-dire l'acceptation sur l'adaptabilité, qui va être le plus utilisé au niveau des startups. Parce que là, comme Eric l'a dit, le client n'a pas exprimé un besoin à l'origine, mais en lançant le MVP, on a forcément, je vais dire, une liste de clients. Nous, ici, on parle de la phase Friend Family, où c'est des clients qu'on choisit dans notre base pour nous accompagner sur cette phase de MVP. Donc, leurs différents retours nous permettent de pouvoir adapter le produit qu'on veut mettre sur le marché. Donc, ça impose de pouvoir s'appuyer beaucoup plus sur la phase 11, l'adaptation au changement. Donc, c'est le complément que moi, je vais ajouter. Merci. Merci, Mireille. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat parce qu'il n'y a plus de mains levées. Vincent? Non, ce ne sont pas des questions, ce sont des contributions. Des contributions. Voilà, ce sont des contributions. Il y a Fanny qui essaie d'apporter quelques éléments. OK, sur les MVP. Voilà. D'accord. Si vous permettez, je tiens à ce qu'on reste dans 1 heure, dans l'heure. Exactement. Je voulais partager, comme j'ai promis, la deuxième question du sondage qui parlait un peu de la professionnalisation du métier project manager. Je voulais partager quand même avec vous une étude du PMI, d'accord, qui nous permet en fait de regarder ce qui se passe autour de nous et vraiment sur le continent. Donc, c'est le Global Project Management Job Trend 2023. Ils ont sérié par continent. Mais ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est au sud du Sahara, l'Afrique au sud du Sahara. Les secteurs sur lesquels il faut regarder, qu'il faut regarder, c'est l'énergie. Nous, notre domaine, Information Technology, la construction, parce que nos pays sont en développement. Donc, le trend, c'est 3,8%, alors que sous d'autres continents, le trend est vraiment, vraiment... je vais partager ce document avec vous, vraiment, vraiment high. OK? Donc, ça nous amène en fait, moi, aujourd'hui, c'est 16 ans de métier. OK? Banque commerciale, 12 ans, et banque de développement, je suis dans ma 4e année à la BAD. Je pense, pour nous exhorter à revoir un peu,
à nous réadapter à la situation. On a vu Covid, beaucoup de gens ont perdu du boulot. Avec notre domaine, notre métier aujourd'hui, nous allons faire perdre du boulot aux gens. Pour moi, le teller en banque va disparaître. Secrétariat de direction va disparaître. C'est ce que moi, je conseille aux plus jeunes. Il y a des métiers, il y a des écoles où tu ne peux plus aller. Donc, ce propriétaire d'école-là peut fermer. D'accord? Donc, c'est pour amener les uns et les autres un peu à s'intéresser au management de projet, mais de façon professionnelle. Donc, ça permet à nous-mêmes, individus, de nous épanouir, à notre famille de s'épanouir, à notre environnement de s'épanouir, à notre pays de s'épanouir, de se développer, pardon, à notre continent aussi, l'Afrique, donc d'aller vers de l'avant, vers la prospérité. Et ce qui intéresse aussi, c'est les salariés. C'est 16%, par exemple, entre celui qui n'est pas certifié PMP, Project Management Professional, ou celui qui n'a rien, et celui qui a le certificat, quoi. Donc, les salariés sont là. Vous aurez le temps de lire tout ça. Donc, c'est un document que je voulais partager avec vous. C'est un peu l'objectif pour lequel j'avais posé cette petite question-là. Mais heureusement, je vous dis que 100%, on est tous d'accord qu'il faut faire quoi? Qu'il faut professionnaliser, que c'est très important de professionnaliser ce job-là. Et on a la chance, je fais une petite pub pour le chapitre naissant du PMI au Bénin, où beaucoup de membres, moi j'en ai invité quelques-uns qui participent quand même à ce webinaire, qui ne sont pas nécessairement des DSI, qui ne sont pas membres du DSI. Donc, c'est quand même important ce clin d'œil-là que je voulais faire aux collègues. Merci à vous. Il est 59. Je pense qu'on est resté dans les timings. À vous. Merci, cher modérateur. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Je n'en vois plus. Hein. On a encore quelques minutes. Hein. On a commencé à E5. Donc, il nous reste 5 minutes en principe. Il nous reste 5 minutes en principe. Donc, s'il y a encore quelques questions, contributions, nous sommes preneurs. Je tiens quand même à remercier tous les participants. On a eu quand même, je crois, 32. J'ai vu 32 jusqu'à 33, 31 actuellement. C'était monté jusqu'à 34 tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous avez pour cet after work. J'espère que les autres vont nous permettre d'apprendre et surtout partager l'expérience. Moi, j'avoue que c'était un premier exercice quand même de partager de l'expérience avec mes collègues. Donc, je voudrais quand même, après, qu'on juge un peu cet after work. Si les organisations peuvent penser à ça, pour nous permettre un peu de s'améliorer. OK, c'est noté. C'est ma petite contribution. Merci. OK. Vincent, j'ai vu Alain, mais je ne sais pas si c'est le président d'honneur. Comme ça, on va lui donner la parole, comme il nous reste quelques minutes. Et Mireille, ne me cherche pas des histoires. Je ne voulais rien dire. Si Mireille n'avait pas réagi, j'aurais réagi. De toute façon, une belle charmante ne peut quand même pas donner la parole au président d'honneur qui va refuser de la prendre. J'ai cherché le président, je ne l'ai pas vu et j'ai vu le clin d'œil du président d'honneur, donc j'ai sauté sur l'occasion. Bon, et je te soutiens. Je vous remercie pour ce sujet qui est d'une très, très grosse importance dans la réussite globale des entreprises. Hein. Moi, je pense qu'en tant qu'informaticien, la meilleure façon de
d'être sûr qu'on arrive au bout de nos projets, c'est vraiment de faire de la gestion de tout ce que nous avons comme sujet et des projets. Et ça nous fixe, ça nous cadre et puis on arrive à avoir des résultats et à ne pas trimballer des projets sur le long terme qui sont infinis. Donc, la gestion de projet, pour moi, c'est la vie de tout un chacun de nous et c'est la vie des entreprises. Tout à l'heure, j'ai noté que on a posé une question sur la start-up et j'ai vu vos réponses, mais je pense quand même que dans la réalité, une start-up, ou bien elle veut vivre juste d'un seul projet, ou bien elle veut vivre comme une entreprise normale. Elle doit réfléchir à se dire, si j'ai un projet, bon, au terme de ce projet, est-ce que je continue sur le même projet et je vis dessus, ce qui est possible, ou bien aussi, je deviens une entreprise. Ce n'est pas la seule idée qui fera de moi une entreprise. Donc, je pense que vous avez bien parcouru le sujet et qu'on est relativement satisfait sur la présentation. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Président. Merci à vous tous. Vincent? Si Mireille permet, Vincent? Oui. Je partagerai, je vais vous envoyer la présentation à partager avec les membres au besoin. Il n'y a pas de problème. Oui. Ok, merci. Merci. Merci à tous et bon week-end. D'accord, vraiment. Je remercie le duo. Je remercie le duo Armand et Mireille qui nous ont vraiment épatés pendant les 60 minutes. Vous avez vraiment réussi à nous accrocher. C'est vraiment intéressant. Et à un moment donné, comme vous l'avez constaté, le nombre de participants était monté jusqu'à 34. Donc, c'est certainement les contraintes de temps qui ont fait que d'autres sont partis plus tôt. Donc, comme l'avons noté, c'est une rencontre de donner et de recevoir. Et nous exhortons les amis à y participer. Et je veux l'assurer de leur rappeler, quel que soit là où ils sont, à la cuisine, en voyage, qui se connectent pour nous encourager, parce que nous sommes conscients, nous savons qu'ils ont beaucoup de choses à partager avec nous. Et c'est de l'interne que nous allons booster le club pour attirer maintenant les externes pour qu'ils viennent encore nous apporter de la valeur. Donc, sur ce, je rappelle que le prochain After Work, ça serait exactement dans 12 jours. Et cette fois-ci, c'est en semaine, le mercredi 24 mai. Et sur le thème sauvegarde, restauration des données avec VIMS. Ça serait une co-animation de l'entreprise VIMS, des entreprises VIMS et Nikui Shannon. Donc, nous exhortons tout le monde encore à y participer. En son temps, nous allons envoyer l'affiche et les invitations dans vos boîtes respectives. Merci pour avoir répondu présent. Merci infiniment et agréable week-end à vous tous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci. Okay, merci, bonsoir. Bonsoir.